qu'on souhaite prendre, et puis profiter finalement aussi de cet accélérateur qu'a été, je dirais, le confinement pour se questionner notamment aussi sur des approches pédagogiques. On a beaucoup parlé d'outils ce matin, et c'est pour ça que j'ai demandé, et je remercie Jean-Charles d'avoir accepté mon invitation, parce que on s'intéresse beaucoup aussi à la façon finalement d'apprendre. C'est le thème de l'après-midi et de la journée. Et donc de se dire, mais finalement, comment on peut engager davantage l'étudiant dans son apprentissage et peut-être aussi revisiter finalement les modalités classiques de cours magistraux tels qu'on peut l'avoir. Et je pense que Jean-Charles là-dessus a une très belle expérience. Il a beaucoup témoigné un peu partout en France sur des approches de classe inversée, mais également sur des approches d'évaluation inversée ou renversée. En tout cas, sur la question des évaluations, c'est quelque chose qui est aussi beaucoup remonté dans les préoccupations des enseignants ces derniers temps, et je trouvais intéressant que Jean-Charles puisse nous en parler. Je vais lui laisser la parole. Tu peux peut-être rappeler quelques petits éléments de consigne qu'on avait évoqués. Oui, tout à fait, et avoir accès au PowerPoint en même temps. Et donc, on va pouvoir effectivement... alors, sur le live, le chat c'est bon. On va pouvoir effectivement basculer sur la présentation de Jean-Charles. Parfait. Donc je vais pouvoir me mettre là et tu pourras peut-être en même temps voir le chat. On va changer de place comme ça, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci à Vincent et à toute l'équipe d'INCREA de m'avoir invité pour cette intervention. Donc je l'ai prévu de la manière suivante. Donc j'ai préparé un PowerPoint, mais qui ne s'utilise pas comme un PowerPoint normalement. Donc vous verrez, il n'y a que des dessins ou des illustrations. Je vais commencer par l'utiliser un peu normalement. Autrement dit, on a une cinquantaine de minutes, 55 minutes pour échanger entre nous. Donc je vais démarrer un peu une présentation et je pense m'arrêter en général essayer de m'arrêter toutes les 10 minutes. Et pendant ce temps-là, ce que je vous propose, c'est que vous posiez des questions par le chat. Et les modérateurs, donc d'INCREA, vont sélectionner des questions qui se ressemblent de manière à ce que j'y réponde. Donc, posez vos questions un peu sur ce que je suis en train d'expliquer ou de présenter. Et là, il y aura deux possibilités. Soit je vous réponds en direct, c'est ce que je fais en général, ou alors je pourrais aussi me promener dans mon PowerPoint à différents endroits pour illustrer des éléments de réponse, ce qui fait que vous ne l'aurez pas forcément de manière complète ou dans l'ordre. Et il sera ce PowerPoint ce que vous en ferez aussi. Voilà. Et sinon, vous pourrez l'avoir à disposition. Voilà. Donc, je vais commencer. Je cherche la souris parce que voilà, c'est parfait. Donc, c'est juste ici. Voilà. Parfait. Impeccable. Donc, en fait, Vincent m'avait invité à parler des stratégies d'apprentissage et en insistant un peu, les stratégies d'apprentissage à distance, on va en parler. Et vous verrez un peu que j'ai abordé ça de manière un peu plus, je dirais, globale ou complexe, puisque je vais parler d'apprentissage, ce qui peut être lié à l'enseignement, l'éducation, mais je vais parler aussi d'éducation, c'est-à-dire de développement de compétences. Donc, on va parler de connaissances et de compétences, bien sûr, et puis d'évaluation, comme il l'a rappelé au début de l'introduction. Alors, voilà un peu le cours classique. Donc, moi, je suis enseignant, j'enseigne la génétique moléculaire à l'université, en médecine, en sciences, en école d'ingénieur. Mais ça, c'est le cours classique tel qu'on peut le connaître, pas forcément en amphi, ça peut être dans une salle de classe. Mais là, on est dans le transmissif. Donc, c'est quand même, les étudiants sont alignés. Bon, peut-être que à la rentrée prochaine, avec les mesures de sécurité, ils seront plus aussi serrés les uns que les autres. Mais le but de cette organisation dans l'espace, là, on est dans ce qu'on va appeler du présentiel, c'est le professeur, le sachant, l'expert, qui va transmettre ses connaissances. Donc, presque tous les profs savent faire ça en salle de classe. Donc, on est devant ses élèves, on transmet ses connaissances, on a un programme à respecter, que vous soyez en présentiel ou en distanciel. Vous allez voir tout à l'heure qu'en distanciel, ça peut poser des problèmes. Donc, on est formé plus ou moins à faire ça et on le fait. Et puis, pour les étudiants, charge à eux d'apprendre. Donc, de notre côté, on enseigne, on explique, on transmet la connaissance et eux, leur boulot, c'est un peu les apprentissages. Alors, des fois, on dit l'apprentissage, mais en fonction des étudiants, vous savez qu'en fonction de leur profil, ils ont différents modes d'apprentissage. Mais eux doivent absorber cet ensemble de connaissances. C'est important. Ils peuvent vous poser des questions en cours. Quand c'est du distanciel, c'est possible aussi. À l'exception près que les étudiants, en tout cas les miens, sont un peu moins loquaces en distanciel qu'en présentiel. Pas tous. Certains osent poser des questions en distanciel,
parce qu'ils sont moins pressés par l'ambiance du cours, enfin les autres, le regard des autres. Mais de manière générale, moi, ce que j'observe, il y a beaucoup plus de timidité à interagir à distance qu'en présentiel. Voilà, c'est ce que vous voyez sur ce dessin à gauche. On absorbe les connaissances, on les note à sa façon. Et puis, il y a le travail. Ça, c'est important. Il faut travailler chez soi parce qu'à la fin, on est évalué. Et il y a donc cette fameuse évaluation des connaissances qui fera que l'étudiant aura telle ou telle note. Et puis, dans l'enseignement, et quand on l'élargit à l'éducation, eh bien, on peut se dire qu'il n'y a pas que la transmission des connaissances et leur évaluation. Vous le savez toutes et tous, il y a ce qu'on appelle le développement des compétences. On va former les étudiants à se développer en compétences. Et ces compétences, elles sont liées aux connaissances. C'est impensable de développer des compétences en faisant abstraction des connaissances. Par contre, il est possible, dans certains cas, de ne transmettre que des connaissances en demandant juste comme unique compétence à l'élève ou l'étudiant de capter, de comprendre, de mémoriser et de restituer. Voire même, j'espère, dans un temps suivant, de mobiliser ces connaissances pour résoudre des problèmes ou des exercices. Et sur ce dessin, vous voyez ce qui est intéressant, en tout cas moi c'est ce que je pratique dans mes classes renversées, c'est ce qu'on trouve aussi dans ce qu'on appelle les pédagogies collaboratives, c'est qu'on essaie d'aller plus loin, en tout cas de ne pas se limiter à la transmission des connaissances, mais à d'autres choses. Moi, dans ma classe renversée, je travaille sur l'augmentation de l'interaction entre les étudiants, le travail collaboratif, et ce qui m'importe, c'est non seulement qu'ils comprennent mon cours de génétique, entre nous, ils le construisent eux-mêmes. Dans la classe renversée, les étudiants construisent le cours. Donc, vous le voyez ici sur ce dessin. Ma classe est transformée. Les étudiants vont construire le cours. Si vous faites de la classe inversée, vous leur donnez de l'information, des documents, ils peuvent le travailler et vous poser des questions. Mais vous pouvez pousser. Il y a 3 niveaux de classe inversée chez Marcel Lebrun, selon que vous leur donniez les documents, vous leur demandez de produire aussi des connaissances ou d'interagir. C'est ce qu'on appelle des pédagogies collaboratives. Alors, il y a plein d'adjectifs possibles, je dirais inversé, renversé. Vincent Fayet fait des classes mutuelles, vous avez des classes flexibles, etc. Mais tout ça, en fait, c'est de la collaboration. Et là, on le fait en présentiel, mais on peut aussi le faire en distanciel. Et c'est beaucoup plus difficile à faire en distanciel. On y reviendra après dans la deuxième partie. Mais pour l'enseignant qui développe ce type de collaboration avec ses élèves, c'est-à-dire qu'il les met en groupe. Donc moi, mes étudiants, ils sont dans des groupes. En général, je fais des groupes de 6 étudiants parce que c'est un groupe optimal pour qu'il y ait une bonne interaction. Et ces étudiants-là se répartissent des tâches, des missions, et après on évalue leur travail sur l'ensemble du groupe. Si vous faites de la classe inversée, eh bien ils peuvent réagir sur des documents que vous leur donnez. Si vous faites des classes renversées, c'est à eux de produire le contenu. Et puis, si vous faites des classes interactives mutuelles et autres, eh bien, vous faites des interactions entre les groupes. Ce qui est vraiment important quand vous faites du présentiel, par exemple, c'est que vos étudiants dans ces groupes-là soient bien. J'utilise le terme de casting parfois, ça, c'est pas un terme très correct, mais si vous laissez vos élèves se mettre par affinité, eh bien, c'est compliqué. Vous pouvez avoir des groupes qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. Même chose à distance. À distance, si vous dites à vos élèves de se mettre par groupe et que vous laissez par affinité, vous retrouverez les mêmes problèmes qu'en présentiel, mais avec quelquefois des augmentations de difficultés. Si vous voulez que vos étudiants produisent des choses et que les groupes travaillent à même vitesse, là, c'est beaucoup plus intéressant de faire un casting, de mixer des profils. Moi, je les mixe par niveau académique, mais quand vous les connaissez mieux, vos étudiants, vous pouvez les mixer différemment, des élèves plus experts, moins experts, garçons, filles, des redoublants, des primants, des élèves intéressés par le cours ou pas. Il y a plusieurs profils. Et ces étudiants vont accomplir presque autant de travail entre eux que d'écoute par rapport aux professeurs. Alors, je vais m'arrêter dans quelques secondes pour répondre à certaines des questions qui vont m'arriver par les modérateurs. Mais déjà, dans ce que je vous explique ici, beaucoup d'entre vous se disent, mais ça, on le fait quand même déjà dans des séances d'exercice, travaux dirigés, travaux pratiques. Moi, je suis en train de vous parler du cours magistral. Donc, ce que je suis en train d'amener ici, c'est de dire que ces approches, ces façons de travailler que l'on a parfois limitées aux travaux pratiques, travaux dirigés, les stages et autres, comment on essaye de les remettre aussi dans le sacro-saint cours magistral, qui fait que quand vous êtes face à vos élèves, même au moment où vous transmettez les connaissances, eh bien, vous les faites aussi interagir plus loin que simplement poser une question. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous expliquer?
Voilà, donc je vais m'arrêter là pour l'instant. S'il y a quelques questions, je vais commencer à y répondre. Et puis, je poursuivrai plus ou moins dans l'ordre ou pas. Alors, comme on est sur sur le même lieu, je vais essayer de regarder en même temps ce qui peut se dire entre nous, c'est-à-dire au sein de notre équipe, et puis sur le chat. Qu'est-ce qu'on découvre comme question Ah oui, juste, en même temps, je lis quelques questions le temps que Vincent fasse des synthèses. Je lis, c'est comme ça qu'on devrait utiliser un PowerPoint. Donc, ce que j'aime à dire parfois, c'est que le PowerPoint, et d'ailleurs, le PowerPoint, c'est un bon exemple parce que vous pouvez le faire en présentiel et vous pouvez le faire à distance. Le PowerPoint, je trouve personnellement que c'est un outil exceptionnel. Sauf qu'il ne faut pas l'utiliser comme un PowerPoint. Parce que souvent, les profs, et moi-même, on construit des PowerPoints que j'appelle des PowerPoint prompteurs. On va résumer le cours et on le débite. Or, le PowerPoint prompteur, il peut servir de document, de ressource. Et donc, moi, j'utilise des PowerPoint dessinés. Là où les deux étudiants que vous voyez sur le schéma, tous les dessins que je vous présente sont originaux, dessinés avec les étudiants en classe, avec un dessinateur. Aucun dessin n'est copié-collé. Les étudiants que vous voyez ici vont prendre 10 minutes, un quart d'heure pour faire le cours à ma place sur un point fondamental, en l'occurrence ici une bactérie avec ses 2 chromosomes. Et donc, ils vont utiliser des PowerPoint dessinés, des schémas. Et dans l'interaction qu'il y a entre les étudiants et l'enseignant, eh bien, on va travailler, par exemple, on focalise sur une partie d'un PowerPoint. Si leur PowerPoint fait 15 diapos, on ne travaille que sur 2 ou 3. On peut aussi projeter les PowerPoints sans donner d'explication. Et puis, si les étudiants après veulent travailler sur un document et le cours, le fameux PowerPoint prompteur, eh bien, il peut servir de ressource et non pas de texte à lire. Voilà, ça c'est important à savoir. N'utilisez pas les PowerPoint toujours de la même manière. Il y a plusieurs questions là qui viennent d'arriver qui sont assez intéressantes, qui reviennent un peu sur ce que tu as pu évoquer, notamment, par exemple, tu évoquais la difficulté peut-être de collaborer davantage quand on est à distance, comme c'est un peu le sujet. Oui. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ces difficultés qu'on retrouve sur la collaboration à distance? Voilà. Donc, moi, mes étudiants collaborent en présentiel et je les ai eus à distance. Donc, quand c'était le confinement, j'avais fait que 2 tiers de mon cours. Donc, mon 3e tiers de cours, j'ai demandé à mes étudiants par équipe de continuer à collaborer. Et j'ai eu des difficultés que j'ai résolues d'une certaine manière. Comme je vous ai dit que mes étudiants étaient par groupe composé, c'est moi qui composais les groupes. Quand ils sont dans la salle de classe, ils sont obligés de travailler avec des collègues qu'ils n'apprécient pas forcément au début, ils n'ont pas choisi leur groupe. Mais ça se passe bien puisque c'est en présentiel. Par contre, quand je les ai eus à distance, c'était plus compliqué parce qu'ils étaient confinés, chacun chez eux, n'ayant pas forcément les SMS, les WhatsApp des autres dans le groupe. Donc, quand je suis passé en distanciel, là, j'ai changé les groupes et je leur ai permis de faire des groupes par affinité avec des tailles différentes. Donc, j'ai eu des groupes de 2 étudiants, 3, parfois des groupes de 6. Et il y a seulement un tiers des étudiants qui n'ont pas reconstitué leur groupe, mais les autres ont reconstitué leur groupe à nouveau. Là, c'était assez facile pour moi, ou pas trop difficile, parce que j'avais travaillé avec eux en présentiel, puis en distanciel. Par la suite, dès la rentrée prochaine, si vous faites de l'enseignement hybride, si vous faites à la fois du présentiel et du distanciel, vous n'aurez pas le problème, comme moi, puisque vous avez les groupes devant vous ou à distance. Mais j'ai eu un problème avec une autre promotion que j'ai récupérée pendant le confinement et j'ai essayé de les faire travailler en groupe, ça fait très compliqué parce que là, je les avais jamais vus. Et donc, quand vous avez un enseignement qui est entièrement à distance ou que vous voulez mettre des gens en groupe, eh bien, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué pour faire la composition de ces groupes. Mais surtout, ce qui est important, c'est que si vous faites travailler des élèves en groupe à distance, il faut leur laisser le choix de ce qu'on appelle le multicanal. Autrement dit, il ne faut pas leur imposer un outil numérique. Moi, mes étudiants, par exemple, selon les groupes, utilisaient indifféremment Teams, Moodle, Google Doc, des documents collaboratifs, WhatsApp et autres. Et donc, vous laissez la liberté. Et d'entrée, moi, dans ma pédagogie, je les ai laissés choisir l'outil. On a une autre question. Oui, je t'en prie. Donc, pour vous, la notion de stratégie. Et il y a une deuxième partie dans cette même question. L'apprentissage se situant du côté de l'apprenant, est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt de stratégie d'enseignement en vue d'engager des apprentissages? C'est une question de Claude. Oui, c'est une très bonne question. Enfin, donc déjà au départ, pour prendre une précaution, moi je suis pas du tout chercheur en sciences de l'éducation, mais même si je connais bien ces termes, je les aborde pas d'un point de vue scientifique, contrairement à la génétique. Mais
J'arrive à comprendre la question. Effectivement, c'est très compliqué déjà quand vous faites du transmissif, c'est très compliqué. Vous avez un mode d'enseignement et si vous avez 50 élèves, moi souvent j'ai des classes de 50 élèves, forcément ils ont des modes d'apprentissage, alors pas 50 différents, mais en tout cas pas tous identiques. Donc il faut tenir compte de ça. J'arrive pas moi quand je fais un cours en transmissif pur à gérer ça. J'arrive à gérer cette différence dans les apprentissages uniquement quand il y a des questions ou des interactions. Ou parfois je leur donne des travaux supplémentaires ou je les fais travailler différemment, mais jamais pendant le magistral. Alors que quand ils travaillent en groupe, en collaboration, je leur donne des méthodes. Donc c'est la différence que je fais entre un travail collaboratif et un travail co-élaboratif. Dans le travail co-élaboratif, ce que les Anglais appellent parfois co-design, on leur donne des méthodologies. Donc j'ai un ou deux dessins, mais juste pour répondre à la question. Hein. Donc si j'en passe, voilà. Donc par exemple, ici vous voyez ce qu'on appelle du co-élaboratif. Bon, bien sûr, là c'est des post-it sur des murs, mais ils le font en numérique. Donc par exemple, quand mes étudiants doivent construire un chapitre, ils ont différents modes d'apprentissage pour comprendre ce qui se passe. Et donc, il y a des étudiants qui sont visuels, d'autres qui sont plus forts pour écrire. Il y a des étudiants qui savent aller chercher de l'information, mais qui savent pas trier avec discernement. Donc, j'ai repéré toute une série de compétences et ce que je demande au groupe, c'est ensemble d'avoir les compétences du groupe. Donc, quand moi, j'ai des étudiants qui travaillent de cette manière-là, donc vous le voyez ici, par exemple, pour assembler des informations, bon là, c'est visuel, mais ils peuvent le faire en numérique, ou alors ici, en utilisant des visualisations, ce qu'on appelle des cartes heuristiques, cartes mentales, eh bien, ça permet à des étudiants qui ont différents types d'intelligence, entre guillemets, je vais appeler ça comme ça, de jouer plutôt leur complémentarité, puisque de toute façon, l'évaluation, elle est globale. Donc moi, je fais une évaluation globale, et après, je différencie individuellement. Donc ici, juste pour vous dire que c'est pas au hasard, vous voyez des étudiants qui sont en train de faire une carte mentale. Ben, par exemple, mes étudiants qui construisent le cours vont construire le plan du cours en utilisant cette méthodologie. Donc, j'ai un groupe qui va faire une carte mentale et elle va me faire en un quart d'heure le plan d'un cours, alors qu'à côté, j'ai un autre groupe qui va me faire un plan de manière plus, je veux dire, classique, c'est-à-dire petit 1, petit 2, petit 3. Voilà, donc dans les classes renversées et collaboratives, on essaye de constituer des équipes où ils connectent entre eux leur mode d'apprentissage différent, en tout cas leurs préférences. C'est un peu short hein, comme réponse, mais je voudrais pas passer toute l'explication sur cette question-là. Après, il y a plusieurs questions qui tournent autour de la motivation des étudiants, notamment sur le fait qu'ils prennent connaissance des documents qui leur ont été distribués. Donc, comment est-ce qu'on les motive à en prendre connaissance? Voilà. Alors, je vais essayer de passer. Voilà. Je cherche quelques dessins qui pourraient illustrer. Si j'en trouve pas, c'est pas gênant. Moi, j'ai pas ce problème-là parce que je leur distribue 0 document. Donc, ils construisent. Ils vont sur des bibliothèques numériques en réseau. Ils vont faire de la recherche. Ils référencent. Il y a des livres en classe. Donc, ils construisent le cours. C'est la classe renversée. Par contre, quand je fais des exemples de classe inversée où là, il y a des documents, eh bien, c'est la façon dont on distribue les documents et ce qu'on leur demande. Mais j'ai connu, même moi, quand j'étais étudiant, des travaux pratiques où on avait 3 heures pour réaliser des expériences. Ben, vous pouvez avoir des redoublants ou des gens plus experts qui ont fini les TP ou qui ont fini les exos avant. Il y a même des profs parce que ils ont le déroulé de l'exercice. Donc en fait, ils essaient de faire plus rapidement l'exercice qu'on leur propose. Ils sont pas dans la démarche de curiosité et d'expérimentation. De même que vous pouvez avoir aussi, et ça c'est arrivé dans des évaluations, et là le problème vient de l'enseignant. L'enseignant se fatigue pas trop à créer un exercice ou une problématique. Donc l'enseignant lui-même, vous savez, l'enseignant c'est la personne qui ressemble le plus à un étudiant. Moi je dis si vous voulez savoir qui ressemble le plus à un élève, c'est le prof. Et donc quand on parle des copier-coller ou de la gestion du temps, l'enseignant il peut se retrouver dans la même situation souvent. Donc moi, je connais les enseignants et je l'ai fait aussi quand je l'étais, d'une certaine manière. Pour gagner du temps, on va chercher sur des types d'exercices, des types de cours. On leur donne tel quel et maintenant avec le numérique, ils vous reconstituent les réponses aux exercices. Ou alors ils vous écoutent pas quand vous faites l'intervention parce qu'ils ont bien capté que votre cours il est copié-collé tel endroit. Donc finalement, il y a un moment vous perdez un peu de temps. C'est comme si vous faisiez de la lecture, alors que vous pourriez mixer davantage. Autrement dit, un tiers de votre cours, il est fourni. Et vous, ce que vous allez travailler, c'est pas ce tiers-là, c'est la connexion. Mais voilà, c'est un exemple.
Ici, par exemple, sur ce schéma qui illustre un peu ce que j'ai dit, ça sous-entend aussi que vous devez utiliser, que vous soyez en présentiel, c'est plus facile, différents modes d'outils, du papier, du numérique, de l'interaction. Il ne faut jamais proposer qu'un seul outil, une seule approche, parce que plus vous avez d'étudiants, plus vous allez avoir de difficultés avec ceux qui ne sont pas adaptés à cet outil. En distance, c'est plus compliqué, parce que par exemple, comment utiliser des méthodes non numériques en distance, là, on peut réfléchir, hein, il n'y a rien d'impossible. Mais la facilité, c'est d'utiliser les outils numériques que l'on connaît bien, qu'on domine, et puis finalement, si on n'a qu'un seul outil, ben, on va être dirigé par l'outil. Vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé du PowerPoint en disant il ne faut pas l'utiliser comme un PowerPoint. Il y a des gens qui disent il ne faut pas être l'esclave de son PowerPoint, il ne faut pas être l'esclave de son cours. Mais en distance, en distanciel, il y a des gens qui deviennent l'esclave de la technologie. Parce que tout ce qu'ils ont réussi à faire avec la plateforme, c'est un PowerPoint en plénière et je mets mes élèves en classe, ils réfléchissent, ils me posent des questions, c'est bien. Hein. Mais s'ils ne connaissent que ces fonctions-là, ben, tous leurs cours, ben, ils seront esclaves de la technologie. Je ne sais pas, Jean-Charles, si tu veux poursuivre ou est-ce qu'on prend encore une question. Moi, j'avais noté un point là qui revient, c'est notamment finalement le cours magistral. Y a-t-il pas quand même des vertus? On parlait ce matin de la variété des profils d'apprenants et peut-être que le cours magistral convient bien à certains étudiants. Voilà, ben, tant mieux parce que tu poses cette question, parce que j'avais vu passer le dessin. Voilà, ça c'est un de mes dessins préférés. Le cours magistral a-t-il des vertus? Vous m'avez encore jamais entendu dire, et ça sera jamais le cas, qu'il faut arrêter l'enseignement classique magistral et faire des classes inversées, renversées, collaboratives. Parce que si vous faites un switch de 100% sur tout un cursus, c'est une catastrophe. Donc, ce qui est intéressant, ce sont les interactions. Moi, je peux me permettre, par exemple, de faire toute ma classe renversée pendant les 2 tiers de mon programme, et ensuite, je fais 1 tiers de classe inversée. Ma pédagogie est très innovante, mais elle est connectée aux cours des collègues qui, eux, ont des pédagogies plus classiques. Et les allers-retours entre des profs qui enseignent de manière classique, d'autres qui enseignent de manière innovante, sont bénéfiques pour les étudiants. Comme dans le même cours. Ici, si vous regardez sur ce dessin, ben, il est assez caricatural. Le cours, vous avez à gauche le cours classique, donc le prof sur l'estrade, et à droite, le prof ou la prof qui regarde les étudiants travailler. Et ce que j'ai observé, et c'est pas juste une observation d'un prof en classe, hein, ce sont des travaux de recherche. Donc, on encadre un doctorat sur ce sujet. Ce qu'on a observé, c'est que des élèves, lorsque vous les faites travailler en groupe de manière collaborative, eh bien, pour certains d'entre eux, peut-être pas tous, mais ils vont prendre un goût différent pour la matière qui va leur donner envie d'avoir des séquences d'académique. Autrement dit, quand je dis en caricaturant que je fais 2 heures ou 3 heures de classe renversée, eh bien, toutes les 20 minutes, toutes les 30 minutes ou tous les 40 minutes selon le cas, on arrête le cours pendant 10 minutes ou un quart d'heure étant le maximum d'attention d'un groupe de 50 pour écouter un professeur, et on consolide sur des focus académiques avec des documents. Ce qui fait que la meilleure façon de donner du goût à des élèves pour écouter un prof, lire un bouquin, voir une vidéo, c'est de lui donner cet intérêt lorsqu'il est en collaboratif et vice-versa. Donc, l'enseignement qu'on va appeler, les méthodes pédagogiques qu'on va appeler collaboratives, innovantes, etc., elles n'ont d'intérêt que si elles sont bien faites et qu'elles confortent l'académique. Autrement dit, il ne faut pas que les profs qui restent dans l'enseignement académique aient peur qu'une révolution les élimine. Ça ne sera jamais le cas. 80% des profs seront toujours en très grande majorité sur du classique. Mais les 10, 15 ou 20% qui poussent un peu plus, eh bien, leurs travaux avec les précédents, ça permet de consolider. Donc moi, je suis vraiment contre l'idée de faire des oppositions entre un prof qu'on va appeler classique et un prof qu'on va appeler innovant. Je suis plutôt pour ce qu'on appelle des hybridations ou des renforcements. Et pour terminer sur ma réponse, ce que je vous montre là, parce que là c'est en présentiel, eh bien quand vous travaillez avec le distanciel, ben, ça peut être intéressant de le faire vous-même dans votre propre cours. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer que cette hybridation entre l'innovant, très innovant et le classique, vous puissiez le faire en utilisant du numérique et du présentiel. Très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que si vous avez quelques questions, je vais parler un peu du distanciel, puisque c'était quand même dans le titre majeur de l'intervention. Même si vous avez bien compris, là où j'ai bien voulu insister, hein, il y a de la transmission de connaissances, il y a du développement de compétences
Une des compétences sur laquelle je travaille le plus, moi, c'est l'interaction entre les élèves. Un étudiant qui est capable d'aider son camarade de classe demain matin, c'est un collègue de travail qui va aider ses collègues de travail. Donc ça, c'est attendu par le monde sociétal. Donc c'est important. Soit vous dites, moi je suis prof de génétique, mon seul boulot c'est de transmettre de la génétique, ok, donc vous enseignez. Ou alors vous dites, je veux transmettre mes connaissances, mais en même temps développer certaines compétences. Et vous le savez, toutes les écoles aujourd'hui, écoles d'ingénieurs, business, des licences master, développent leur cursus dans des parcours d'évaluation de compétences et acquisition de connaissances. Ça veut dire que ça ne vous empêche pas, vous, de continuer à transmettre des connaissances, mais vous devez accepter d'être dans une stratégie globale. Donc, je réponds aussi à la question tout à l'heure, la stratégie, la politique d'éducation que vous voulez mener dans votre établissement ou le groupe, qui est de dire, je veux former des jeunes qui connaissent des choses, mais qui sont aussi capables de mobiliser ces connaissances et d'être interactifs entre eux. Parce que quelqu'un qui est individuel, qui connaît, qui comprend, et qui n'est pas capable de transmettre ou travailler en équipe, ben, il aura des difficultés à s'insérer dans des travaux collaboratifs. Alors, à distance, c'est ce que vous voyez ici, le confinement. Donc, moi, j'avais ma classe, donc ils avaient l'habitude, comme vous le voyez sur la gauche de la diapo, de travailler ensemble. Et puis, je les ai, comme vous et moi, retrouvés tous chez eux, individuellement. Donc, comment faire, quoi, parce que ça, on les a confinés le lundi pour le lundi soir, donc, et en utilisant des outils. Donc, une des premières choses à avoir en tête, c'est la notion du temps. Déjà, la notion du temps, elle est compliquée en présentiel. C'est-à-dire que si vous dites, OK, moi je veux bien faire des classes coopératives, mais j'ai un programme, des cours, ça va me prendre du temps. Le prof, il se dit, tout ce qui est chronophage, ça lui fait peur. Et l'étudiant aussi d'ailleurs. Donc si vous dites à l'enseignant, il faut transformer ton cours pour le rendre plus interactif, mais que ça lui prend plus de temps, bah, il va freiner les cas de fer. L'étudiant, c'est pareil. Hein. Si l'étudiant, vous lui dites, au lieu de faire 1 heure de cours et que tu travailles 1 heure chez toi, donc ça fait 2 heures, mais tu dois d'abord travailler, préparer 2-3 heures, après il y a 1 heure de cours, et après tu as une nouvelle heure de cours, il a vite fait le calcul que c'est chronophage. Donc s'il n'a qu'un seul prof innovant, ça va, s'il en a plusieurs, ça explose. Et la notion du temps que vous voyez symbolisée ici, elle est encore plus forte à distance. Parce que même si vous faites un super cours en magistral, un très bon cours que tous vos élèves adorent, qui dure 50 minutes en présentiel, eh bien ça va être compliqué à distance. Et vous l'avez vu, moi aussi, mon épouse est prof d'anglais. Au début, on fait des cours d'1 heure, après de 50 minutes, et après les élèves, ils supportent plus. Il y a des chercheurs qui ont montré que la maximale d'un étudiant, c'est 15 minutes en cours. Il peut faire 20, hein. Mais en distanciel, ça descend, ça réduit. Alors quand c'est du direct, on peut monter à 10-15 minutes. Par contre, quand c'est des capsules, quand vous préparez des petites capsules ou de la vidéo, vous descendez vite à 3 ou 4 minutes. Donc, ils vont être attentifs. Donc, ne faites pas des films d'1 heure. Vous devez découper ça en 5, 6, 7, 8 minutes. Si vous voulez faire un quart d'heure, ben, il faudra mettre votre petite trombine et de l'animation. Donc, cette notion du temps, elle est importante. Et de savoir couper et de répondre aux questions. Ce que je vais faire là, d'ailleurs, en quelques secondes, si vous avez quelques questions par rapport à ça, par rapport à quelques difficultés que vous avez repérées. Il y en a d'autres, hein, elles vont arriver sur les dessins suivants, mais par rapport à quelques difficultés que vous avez repérées très particulièrement importantes en distanciel, alors qu'elles ne vous posaient pas de problème en présentiel. Mais là, il y avait surtout 2 questions. Parfois, on peut avoir des étudiants qui sont des élèves excellents, mais qui ne supportent pas de travailler en groupe, notamment s'ils sont haut potentiel. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Voilà, non seulement c'est pas parfois, c'est toujours. Et nous, on l'évalue depuis 6 ans que je fais ce travail, en tout cas, parce que 6 ans en arrière, j'étais un prof normal, hein, je faisais des cours normaux. Mais depuis 6 ans qu'on travaille là-dessus, on a entre 10 et 15%, donc ils sont suivis par un doctorant. Donc ma doctorante, elle étudie c'est son sujet de thèse. Elle étudie le niveau d'engagement et de motivation d'étudiants dans une classe collaborative. Et elle n'étudie pas que la génétique moléculaire de M. Caillé, elle étudie 10 enseignants, dont l'un d'entre eux est à INCREA d'ailleurs. Elle étudie 10 enseignants qui ont 10 matières différentes, avec 10 pédagogies innovantes différentes. Le seul point commun, c'est qu'ils font travailler les élèves en groupe, en collaboratif. Et elle observe la chose suivante, que dans tous les cas, ça augmente le niveau d'engagement et de motivation dans l'exercice. Alors ça intéresse les entreprises qui se disent tiens, des collaborateurs pourraient d'un seul coup trouver un certain plaisir, entre guillemets, à faire des choses en groupe, alors qu'individuellement, ils n'aiment pas. Et comme on sait qu'on a beaucoup de missions à réaliser qui sont pas marrantes, si on les fait en groupe, ça peut être intéressant. Mais effectivement, vous avez 10 à 15% des élèves qui veulent pas en entendre parler.
Et ceux-là, ce sont ceux qui ont des bonnes notes. Ils ne sont pas forcément plus intelligents que les autres, mais coup de bol pour eux, le système éducatif leur convient super bien. Parce que si le système éducatif avait obligé tous les élèves à faire du théâtre, de la présentation, des cartes mentales, des maquettes en 3D et développer les potentiels créatifs, ben ces 10-15% de bons élèves dont on parle, ils seraient peut-être en échec scolaire aujourd'hui, parce que la méthode ne leur convient pas. Des modes d'intelligence différentes. Donc, ce que l'on va appeler les bons élèves, même s'ils sont tous bons, hein, mais je le dis comme ça pour simplifier, eux, vous avez des grandes difficultés à les faire travailler en groupe. Et même moi, j'observe des choses incroyables. Des élèves qui me disent, monsieur, moi, j'adore travailler tout seul, je déteste travailler en groupe. Je déteste ça. Ou alors, avec quelqu'un qui me ressemble et qui a la même méthode que moi. J'ai envie de lui dire bon courage plus tard en stage ou dans le monde professionnel. Mais vous savez, quand vous faites des pédagogies collaboratives, vous avez un problème avec 20% des élèves, je viens de le dire. Mais quand vous faites des cours classiques, vous avez aussi un problème avec 20% des élèves. Mais c'est pas les mêmes 20%. Et moi, je préfère avoir des problèmes avec des élèves hyper bien câblés, parce qu'en les mettant en groupe, ils vont contribuer au travail, qu'avant, j'avais des problèmes avec 20% de mes élèves. C'est pas qu'ils étaient pas câblés, hein, mais ils étaient câblés pour d'autres matières que pour la mienne. Donc, j'avais du mal à les mobiliser. Voilà, pour répondre un peu de manière un peu rapide. Voilà, donc en même temps, Vincent, regarde s'il y a des questions, puis intervenez, là, vous pouvez me couper la parole et me poser une question. Si vous avez encore, je vais vous remontrer encore 2-3 choses qui sont différentes en distanciel du présentiel. On a parlé du temps. Les compositions d'équipe, c'est à peu près pareil. Sauf ce que j'ai dit au début. Hein. Si vous faites des compositions d'équipe à distance, c'est pas forcément les mêmes qu'en présentiel. Et moi, par exemple, quand je demande à mes élèves quand je veux que tous mes groupes travaillent à la même vitesse, je fais un casting. Par contre, quand je veux que les groupes soient plus libres, qu'ils posent des questions, ils peuvent se mettre aussi par affinité. Donc, j'ai des séquences où ils sont répartis librement et d'autres imposés. Ici, sur ce dessin, vous avez un peu l'image de l'élève si vous le laissez trop en distance, quoi. Ça, le 100% MOOC ou le 100% e-learning, il y a un peu de tout hein, sur Internet. Donc, faut pas penser qu'ils sont à l'aise. Hein. C'est-à-dire que faut pas penser non plus qu'il suffit de leur dire fabrique-moi un cours sur je sais pas moi l'économie du Brésil ou explique-moi le Brexit ou fabrique-moi un cours sur les modes de pensée d'Aristote ou bien le théorème de Pythagore, j'en sais rien. Mais c'est pas parce que l'information est là qu'ils vont être capables de la trier. Ce qui est intéressant, c'est de les faire travailler aussi dans le tri et le discernement et le référencement de ce qu'ils trouvent. Et ça peut se faire aussi, ça se fait en collège, lycée, ça se fait pas qu'en master hein, ou en cycle ingénieur. Donc on peut très bien, moi j'ai des contacts dans des écoles primaires, secondaires, où il faut travailler les élèves sur des recherches. Et c'est pas des exos. Ce que les élèves trouvent, référence, ça alimente le contenu du cours. Donc vous voyez ici, ce qui est intéressant, c'est le discernement. Et en plus, c'est éducatif, ça leur apprend à se méfier des fake news par la suite lorsqu'ils utilisent les réseaux pour autre chose. Mais on est très souvent dans cette situation-là. Hein. On pense qu'on a tout mis, on a tout préparé. Et ça, c'est un problème avec les profs. C'est un problème avec les profs qui vont voir le distanciel comme une façon de faire la même chose que le présentiel. Alors, ils vont dire, bon, ok, moi, je vais faire une partie de mon cours en distanciel. Ils vont prendre leur PowerPoint, ils vont prendre des documents, ils vont organiser le contenu, et puis ils vont chatter, collaborer. Mais c'est l'interaction qui est intéressante. L'interaction, relancer les élèves et comment ils interagissent entre eux. Parce que si vous mettez tout le contenu, même en posant des questions, eh bien, vous avez des étudiants qui vont se retrouver dans cette situation-là où ils sont paumés. Alors, vous comprenez pas, vous dites, j'ai tout mis en ligne. Moi, je fais un cours en médecine, j'ai 600 étudiants devant moi. Donc, moi, je fais le cours dans l'amphi, j'ai mes 600 élèves. Par contre, tout ce qui est pas exercice en PACES, mais l'ex-PACES, mais tout ce qui est question, interaction, on le fait en forum, on le fait en ligne. Donc, mon cours de médecine, il est en présentiel, mais toute l'interaction, évidemment, je réponds en cours. Mais c'est difficile quand on a 600 élèves. Mais on peut travailler en distanciel. Ce qui fait que si vous ne faites pas une connexion avec les élèves, eh bien, ils sont paumés avec leur ordinateur. Parce que ils sont digital natives, hein, ok, hein, tout le monde est d'accord, hein, mais pourquoi? Chatter, s'amuser, organiser des choses, regarder des films, mais pas pour travailler. Et donc, ce qui est super important, et on l'a remarqué dans le confinement, il y a des élèves, il y a des étudiants, vous les avez maintenus dans leur apprentissage
plus en les relançant, c'est-à-dire des mails, des relances. Donc, il y a un devoir à rendre, on fait un mail la veille pour relancer, etc. Ce contact, alors que je ne l'avais pas en présentiel. En présentiel, vous leur faites cours le lundi, ils rendent un devoir pour la semaine d'après. En distanciel, il faut maintenir la relation avec eux. Et ça, c'est plus compliqué. Donc voilà, pour terminer cette partie-là, je dirais le distanciel, c'est bien. Et ce n'est pas parce que votre cours il est impeccable et complet, super bien pensé, que vos étudiants ne seront pas paumés comme vous le voyez ici. Et moi, j'aime bien comparer ce que vous voyez sur ce dessin, c'est ce qu'on appelle la différence entre le fais-le par toi-même, le do it yourself, où l'étudiant, on dit débrouille-toi, avec le fais-le avec les autres, do it with others. Donc fais-le avec les autres. Et ça, c'est moins naturel chez les profs. Donc méfiez-vous aussi, méfions-nous, parce que je suis le premier aussi à être victime de ça. Si on pense trop le distanciel comme le présentiel, on va monter une sorte de programme pour tout le monde, et puis on va leur dire chacun va travailler de la même manière, et on va sous-estimer les interactions. Donc si vous voulez que votre cours en distanciel, il apporte plus que le simple présentiel, il faut y mettre obligatoirement des doses de travaux en équipe, de collaboratif. On terminera un peu notre échange avec cette partie-là, qui va poser des questions sur l'évaluation, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est pas facile d'évaluer un groupe, d'évaluer une personne, et peut-être c'est encore plus difficile à distance. Mais ça, c'est un conseil que j'essaie de partager avec vous. Le distanciel, si vous le construisez de manière à ce que les élèves travaillent en individuel, eh bien, on va retrouver les 20% des élèves de tout à l'heure, ce qu'on appelait les bons élèves. Ceux-là, ils vont se débrouiller. Par contre, ceux qui ne sont pas dans les 20% des câblés, académiquement, vous allez les enfoncer encore plus en distanciel. Ça ne se construit pas de la même manière. Il y avait une remarque effectivement sur le temps, en fait, sur la perception du temps que ça va demander à l'enseignant, mais également à l'étudiant pour travailler sur les devoirs ou sur les activités. Alors, sur la perception du temps, moi je dirais un conseil super court. Si vous innovez, si vous faites de l'innovation, arrangez-vous pour que votre innovation ne demande pas plus de temps de travail aux élèves. Autrement dit, moi j'ai calculé que dans un cours classique, mes élèves, ils m'écoutaient en cours 1 heure, et je me suis dit, allez, on travaille 1 heure chez eux. Donc ça fait 2 heures de boulot. Chaque heure est doublée. J'ai calculé comme ça. Quelquefois c'est plus, mais j'ai calculé comme ça. Donc dans les pédagogies que j'invente ou qu'on invente entre collègues, on s'arrange. S'ils doivent préparer des choses chez eux ou faire des choses ailleurs après, que l'ensemble, ça fasse le même temps. Voilà. Après, pour le prof, la gestion du temps, elle est différente. Quand vous investissez au début une nouvelle pédagogie innovante, ça va vous prendre du temps. Donc, la première année où j'ai créé la classe renversée, ça m'a pris 130% de mon temps. On va dire que j'ai travaillé 1/3 de plus. Par contre, dès l'année suivante, je suis revenu à 100%. Donc, c'est une façon. Après, vous retrouvez le temps classique. Mais après, c'est une gestion du temps qui est différente. Mais il faut être très vigilant au temps, parce que les gens souvent, quand vous leur demandez de changer, ils vous demandent donne-moi du temps et des moyens, quoi. C'est toujours, et comme le temps c'est de l'argent, finalement on parle de la même chose. Peut-être que on va regarder encore vos questions, mais je vais quand même dire un mot sur l'évaluation parce qu'elle est importante. Oui. Donc il y a des évaluations que vous connaissez, qui sont des évaluations sommatives, formes normatives, etc. Moi, par exemple, j'ai arrêté la note sur 20 dans la réalité, c'est-à-dire que j'ai changé mes notes. Je travaille avec des capitaux, donc je me suis inspiré de points. Donc j'utilise des évaluations qui sont rétributives et pas des sanctions. Donc je n'enlève jamais de points, je paye, donc je donne des points. Évidemment, après on obtient des scores. Si ça vous intéresse, je peux vous donner des documents et des liens, comme ça vous verrez les méthodologies. Donc j'ai arrêté les notes sanctions et je n'ai mis que des notes qui payent le travail. Je paye le groupe, donc mes étudiants travaillent en groupe et donc ils sont payés, contenu, respect des livrables, qualité du travail. Je valorise l'acquisition, donc il y a des QCM, il peut y avoir de l'interrogation, je peux contrôler de la connaissance, je peux aussi évaluer des compétences, mais comme je donne des points au lieu des notes, je peux additionner. Donc je peux mettre par exemple un groupe peut avoir 20 points, 30 points, 50 points, j'ai pas de maximum, donc ils accumulent. À chaque fois qu'ils sortent d'un cours, ils montent leur capital, et ensuite c'est seulement à la fin de l'année, à la fin du semestre, qu'on évalue, qu'on transforme ce capital point en note sur 20.
pour pouvoir le Magali avait évoqué ça tout à l'heure dans l'idée des bitcoins, c'est ça? Oui, les bitcoins. Parce qu'en fait, je sais pas si elle m'a déjà écouté dans une conférence, mais une fois, je présentais ça dans une école de business. Je faisais des ateliers, pédagogiques dans une école de business en France. Il n'y avait pas à Lille. Et donc, j'expliquais que mes étudiants s'enrichissaient pendant le cours par équipe. Ils ont beaucoup de points en équipe et peu de points individuels. Donc, il y a des valorisations individuelles et il y a un score d'équipe. Ils ont vite compris que je donne beaucoup plus de points pour un travail collectif que pour un travail individuel. Mais je valorise, c'est un peu comme si je donnais un salaire à un groupe et des primes à certains individus du groupe. Et là, il y a un prof d'économie ou de finance qui m'a dit, tu as un peu inventé le bitcoin de la génétique, mais tu es le seul à émettre la monnaie et à la distribuer. Est-ce que tes élèves peuvent s'échanger aussi des points, comme une monnaie? Au début, j'ai répondu comme répondent tous les gens quand on leur dit un truc un peu bizarre, ils disent oui, mais c'est le yes, but. Oui, c'est intéressant, mais c'est pas possible. Alors, je l'ai pas encore fait, mais c'est dans ma tête. Je suis en train de réfléchir peut-être à des façons dont on pourrait imaginer que cette rétribution des groupes, elle puisse aussi être utilisée comme une monnaie d'échange, à gérer bien sûr, pour éviter des trafics de points ou des. Mais bon, il faut se poser la question. Moi, en tout cas, dans mes évaluations, et c'est la même chose à distance, parce que j'ai continué mon contrôle continu à distance pendant le confinement et j'ai fait tout mon examen à distance avec des méthodes qu'on a créées, inventées, dans lesquelles les étudiants ne peuvent pas tricher ou n'ont pas les moyens de tricher. Donc, vous pouvez interroger des élèves connectés sur Internet à distance et faire du contrôle de connaissances avec des méthodes qui les empêchent de tricher. Il suffit d'être créatif. Si vous voulez des recettes, je vous en donnerai. Mais ce dessin-là, j'y tiens parce que c'est souvent une question qu'on a dans la tête. C'est bien beau de mettre la même note à tout le monde. Donc, quand je mets 18 sur 20 ou 30 points à un groupe, tout le monde a 30 points. De celui qui a travaillé comme celui qui n'a pas travaillé. C'est-à-dire que dans mes notes de groupe, il y a toujours ce que j'appelle des passagers clandestins. C'est-à-dire l'étudiant qui profite du groupe. Alors, vous pouvez avoir des passagers clandestins à distance et des passagers clandestins en présentiel. Et donc, pour cela, moi, ce que je fais, c'est que j'observe. Alors, quand je suis en présentiel, c'est facile. Je suis dans la classe, je passe entre les groupes, j'en ai 50. Je pense que si la majorité d'entre vous, vous êtes enseignants, il vous faut pas plus de 3 ou 4 semaines, même si c'est votre première rentrée, pour repérer ceux qui profitent du groupe ou pas. Ça se voit. Et maintenant, entre ça se voit et c'est réel, il faut se méfier parfois se méfier des apparences. Donc moi, je me fais mon idée pendant 2 tiers de mon semestre en présentiel. Et ensuite, au bout de 2 tiers de présentiel, j'utilise un test qu'on a inventé, détourné de l'entreprise, qui s'appelle le 180 degrés. Et les étudiants vont s'auto-évaluer sur leur contribution au travail. Et ensuite, ils vont vont pas évaluer les autres élèves. Ils vont mesurer la perception qu'ils ont du travail des autres par rapport à leur propre travail. Donc, on les demande pas d'évaluer les collègues, on leur demande de comparer la perception qu'ils ont, sachant que c'est bien présenté de cette manière-là. Autrement dit, un élève sait qu'il peut avoir l'impression que son copain il travaille moins bien, puis il travaille plus. C'est juste qu'il a une autre méthode. Et après, on fait des comparaisons. Et pour le faire vraiment très court, pour terminer, depuis 6 ans, sur des promos de 50 élèves, j'ai toujours 5 passagers clandestins, en moyenne. Je veux dire, à peu près 10, 5, 6 passagers clandestins. Et on règle toujours le problème avec eux. Donc, si ça vous intéresse, je vous expliquerai comment je règle le problème avec les passagers clandestins au bout de 2 tiers du semestre. Et je peux vous dire que presque tous, ils se remettent dans le rang pendant le tiers suivant. Par contre, à distance, très compliqué. À distance, j'ai fait le test de perception à distance. Ça a marché. Par contre, j'ai pu comparer la perception qu'ils avaient à distance avec ma perception que j'avais eue en présentiel. Sauf que je me dis maintenant, en regardant Vincent, puis en réfléchissant aussi à la rentrée prochaine, si demain j'ai un enseignement qui est à 90% en ligne, ça sera plus compliqué pour moi. Il faudra que je trouve d'autres outils pour repérer les passagers clandestins de mon côté, pour comparer à ce que les étudiants pensent entre eux. Ça, c'est pas évident. On regarde l'heure en même temps, je pense qu'on est bon pour l'instant. Il nous reste 10 minutes. Peut-être si vous avez encore quelques questions, il y a 1 ou 2 petits points sur 1 ou 2 dessins, et puis je pense que peut-être tu as évoqué effectivement quelque chose d'important sur la notion de connaissance et de compétence. Et
On en a parlé un peu, mais je voulais peut-être que tu reviennes un peu sur comment tu procèdes à l'évaluation des compétences. Ouais, donc l'évaluation des compétences, ça c'est plus compliqué. J'ai pas forcément. Bon, ça c'est un exemple. Vincent connaît pas mes dessins, donc il me pose pas la question. Il pose pas la question qui correspond au dessin suivant. Moi, j'ai fait une liste de compétences que j'évalue. Après, il y a des compétences qui sont développées dans mon cours qui sont pas évaluées. Ça, c'est très compliqué parce qu'un prof, il est capable d'évaluer un niveau de connaissance. Il a plein de méthodes, des barèmes. Il est capable aussi de comprendre que c'est important d'évaluer les compétences. Donc, un prof de maths peut vous dire, moi, il développe tel type de compétences. Ah, comment tu les évalues? Je sais pas. Et ça sera la grosse problématique des établissements qui voudront aller dans ces portefeuilles de compétences ou ces évaluations. Ils vont trouver, je pense, beaucoup d'enseignants qui accepteront de rentrer dans cette démarche, mais qui n'auront pas les formations pour évaluer les compétences. Donc, il faut aussi se former. Il faut prendre, des contacts avec les gens qui connaissent les RNCP, les répertoires de compétences. C'est intéressant aussi de travailler avec des gens qui travaillent dans la formation continue ou des gens qui travaillent dans les ressources humaines. Et donc, moi, je pense personnellement que c'est impossible que 100% d'enseignants pur jus système éducatif soient capables comme ça du jour au lendemain d'évaluer des compétences. Et pourquoi je dis ça? Parce que moi-même, qui fais ça depuis 6 ans, avec des méthodes empiriques, donc j'ai pas été formé, j'ai des difficultés à évaluer les compétences, le développement des compétences de mes étudiants. Mais je les ai quand même listées. Donc, un exemple de compétence qui est importante dans mon cours, donc la capacité de travailler en équipe. Donc, je leur ai expliqué en début d'année que je faisais une différence entre travailler en groupe ou en équipe. C'est pas la même chose. Parce que si vous avez 6 élèves, vous les avez devant vous ici, 6 élèves, et que vous leur dites vous avez 1 heure pour me construire un chapitre, et qu'au bout d'1 heure, vous avez un super bon chapitre, mais que chacun des 6 a écrit 1/6 du chapitre, et qu'il n'a pas les connaissances des autres et qu'il n'a pas de connaissances, ils ont peut-être travaillé en groupe, mais ils n'ont pas travaillé en équipe. Donc vous allez mettre 18/20 au travail de groupe, mais entre eux, ils n'ont absorbé qu'1/6. Donc, il faut pouvoir leur donner une méthodologie, les obliger à faire des rotations. Donc, il y a des dessins, je vais pas y retourner parce qu'ils sont dans le PowerPoint, et je vous les enverrai si vous voulez. Donc, moi, je note la capacité qu'a dans un groupe, à connaître les parties des autres. Je note aussi, je mets des points, donc je leur mets des points. Ça peut être, j'ai des barèmes, 6 points, 10 points, selon ça. Je note aussi, par exemple, un étudiant qui aide un autre élève. Par exemple, quand je vois un étudiant dans un groupe qui est en train d'expliquer quelque chose à un autre, je peux donner 2 points, 3 points. Alors, je passe pas mon temps derrière les élèves à donner des points, mais j'ai une vue globale. C'est-à-dire que pendant les 2 heures de cours, en me déplaçant de groupe en groupe, j'ai un petit carnet sur lequel je me rapproche 2 ou 3 fois pendant le cours et je prends quelques notes et j'ai un trombinoscope à la fin de mon cours qui me permet de repérer, par exemple, tel étudiant est allé au tableau, il a fait un schéma. Tel autre étudiant, par exemple, il a répondu à une question, mais ce qu'il a dit, c'est complètement faux. Donc, je lui mets des points. Quand j'ai un étudiant, alors, je leur donne pas tout dans le détail parce que des fois, ils font exprès de vous donner une mauvaise réponse pour avoir un point. Ça se passe pas comme ça. Hein. C'est la philosophie qu'on explique. Mais un étudiant qui prend la parole, un étudiant qui est capable de contredire ou d'aller chercher un document. Un étudiant moi j'ai des étudiants par exemple qui sont très faibles en génétique et ils viennent et sur un tableau ils exposent 3 schémas. Ils ont compris qu'il fallait trouver un schéma sur une enzyme. Ils ont trouvé 3 schémas et après je les fais travailler avec un autre. Donc la capacité d'aller trouver de l'information, la capacité d'expliquer à quelqu'un, etc. Donc voilà, j'ai 6 ou 7 compétences que je note. Après les autres. Alors, je les note avec des points. Donc, ça peut correspondre. Ça peut être, par exemple, j'utilise comme dans les systèmes de compétences ce qu'on appelle n'existe pas, notion, maîtrise ou expertise. Ce qui peut donner 3 points, 6 points, 4 points pour faire des scores. Voilà. C'est une façon de faire. Voilà. Ce qui est important aussi, parce que je vois aussi qu'on arrive vers la fin, que vous soyez en distanciel ou en présentiel, ce qui est important, c'est la notion de confiance. Par exemple, si vous êtes en présentiel et que vous voulez que les étudiants travaillent en groupe, que ce soit dans l'évaluation comme dans la façon dont vous les faites travailler, il faut que vous fassiez confiance aux étudiants. Après, les étudiants doivent vous faire confiance aussi. Hein, parce que si vous changez les règles, là, les bons élèves, c'est un peu plus compliqué. Ils ont tendance à pas vous faire confiance parce que
quand vous leur donnez un 14 sur 20 collectif par rapport à leur 18 sur 20 individuel, ils ont du mal des fois à faire le taux de change. Mais la confiance, c'est important. Si vous n'avez pas confiance dans les autres, eh bien, vous pouvez pas vous lancer dans des méthodes collaboratives. Ça, c'est un dessin hyper important, c'est l'expérimentation. C'est pas la peine d'aller vous former, chercher une méthodologie en disant c'est quoi la meilleure plateforme, c'est quoi le meilleur outil, parce qu'il n'y a rien qui correspond à vos besoins, en fait, à 100%. Il faut tester et expérimenter. Alors évidemment, les étudiants, c'est pas des cobayes. Moi, ils me le disent des fois, ils disent monsieur, c'est intéressant ce que vous faites, mais on n'est pas des cobayes. Ok, donc je les rassure, ils le disent pas souvent, mais c'est souvent certains qui peuvent le penser. Parce qu'ils ont l'impression, ils voient bien qu'il y a une expérience qui se fait avec eux, mais il faut expérimenter. Donc aujourd'hui, j'ai des types d'exercices ou des types de travaux qui fonctionnent super bien parce que les étudiants, ont leur mot à dire. Ils participent à l'expérience. Ça, c'est super important, hein. Vous ne pouvez pas innover en pédagogie, en présentiel ou en distanciel, si vous n'avez pas la démarche d'expérimentation. Donc, ne rêvez pas. Il n'y a personne qui va vous donner la méthode A ou la méthode B que vous allez appliquer telle quelle. Ça n'existe pas. Donc, il faut oser tomber, avoir des petits échecs. Par contre, il faut remonter vite sur le ballon. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'embourber dans des échecs dont on va vous dire, écoute, ça fait quand même 6 mois que tu fais ça avec tes élèves, il faut arrêter là, il y a un massacre. Donc, ça, c'est le gros échec, on n'en sort pas. Donc, il faut expérimenter. Innover, c'est faire avec les usagers. Donc, ça, c'est super important d'avoir ça. On expérimente avec les élèves. Ça va vous faire rire, mais on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais c'est ce que j'appelle la maladie de certains profs, mais ils y peuvent rien, c'est comme une pandémie, au fait. C'est une maladie qui s'appelle la programmite. La programmite, c'est si tu as 150 choses à expliquer à un élève, il faut que tu expliques les 150 choses. Parce que si par malheur tu n'en as expliqué que 148 ou 149, tu pourrais être taxé de faute professionnelle. Et il y a un moment, leur cerveau, ça rentre plus. Et moi, j'observe que dans les méthodes collaboratives, les étudiants, les élèves, ils sont capables de produire et de comprendre par eux-mêmes 60 à 70% des 100%, et ça correspond aux mêmes 60% que ce qu'ils comprennent quand vous faites un cours magistral. Donc peut-être que dans les pédagogies innovantes, on force sur les fondamentaux, et puis dans les pédagogies moins innovantes, on dit il y a un minimum, des prérequis, et donc vous voyez, ça peut être complémentaire. Je ne vais pas dire qu'il y a des profs qui vont remplir. Je peux dire qu'il y a des profs qui vont remplir des seaux et d'autres qui vont allumer des lumières, hein, mais c'est vraiment un travail complémentaire. Et ce travail complémentaire, vous l'avez sur ce schéma-là, et ça sera sans doute un de mes derniers points, mais il est fondamental, c'est que vous avez donc des enseignants, que ce soit en présentiel ou en distanciel, qui ont des envies, des façons de faire, des goûts différents. Tout à l'heure, vous m'avez dit dans une des questions, il y a différents types d'apprentissage, il y a aussi différents types d'enseignants, d'enseignement. Et il y a souvent ce qu'on va pointer du doigt en les appelant les résistants au changement. À ceux-là, ils veulent pas changer, hein. Leur créer, leur tableau, leur PowerPoint, ils sont indécrottables, hein, les résistants au changement. Puis de l'autre côté, vous avez les gens qui ont la lumière, hein, les innovateurs, les hackers, ils sont modernes, ceux-là. En fait, c'est faux tout ça. Les deux sont complémentaires et indissociables. Donc, les profs qui veulent pas innover, qui sont résistants au changement, ils sont indispensables pour l'innovation. Autrement dit, si vous pensez qu'une démarche d'innovation peut se faire qu'avec des créatifs, des innovants, des expérimentateurs, c'est complètement faux. Il faut faire un travail en collaboration. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien dire que quand on veut innover, que ce soit en pédagogie, mais c'est vrai dans plein d'autres métiers, quand on veut innover, il n'y a que deux types de profils qui peuvent vous aider à innover. D'abord, les usagers, donc les élèves. Donc, n'imposez pas la classe inversée à des élèves, travaillez sur des méthodes et prenez leur avis. Donc, les usagers, ils vont améliorer votre méthode parce qu'eux, ils l'utilisent. Mais les usagers, ils sont limités scientifiquement, techniquement. Donc, quand vous avez des problèmes qui ne sont pas de l'ordre de l'usage, ils vont pas vous améliorer quoi que ce soit. Par contre, les experts, les techniciens, les résistants au changement, ceux-là, ils ont la solution pour vous aider. Mais si vous les stigmatisez dans un établissement, si vous dites moi j'ai deux types de profs, hein, ceux qui expérimentent et puis les autres, ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils font la même chose. Si vous les stigmatisez, en distanciel comme en présentiel, bien jamais ils prendront du plaisir. Il faut les inviter à la réussite. Quand vous dites on a mis en place une nouvelle plateforme d'enseignement à distance, on fait des cours collaboratifs, on a créé tel nouveau projet pédagogique, tous les profs ont leur mot à dire et ont un apport à faire. Donc, on ne peut pas avoir une réussite en innovation pédagogique si on n'inclut pas nos collaborateurs, dont une partie de nous-mêmes d'ailleurs, qui sommes des gens très carrés,
pragmatiques et qui enseignent d'une certaine manière. Parce que les résistants au changement, entre nous, les résistants au changement, ils ont les pieds sur terre. Hein. Quand il y a un problème, c'est toujours eux qui vont résoudre le problème. Par contre, les créatifs, les innovants, eux, ils voient un peu plus l'avenir, les mouvements. Ben, c'est bien d'avoir les deux. Hein. La tête et les jambes, ça peut aider. Hein. Ça évite de trop s'envoler ou de trop s'enterrer. Hein. Je symbolise. Voilà. Donc, je pense qu'on arrive au bout de ce webinaire. Je fais un peu de pub à la fin. Hein, voilà, justement, c'est ce que j'allais te proposer parce que tu avais évoqué aussi le fait de pouvoir peut-être revenir. Je fais surtout de la pub pour l'adresse ou les réseaux parce que je peux vous envoyer par mail des documents, des textes, des dessins aussi qui illustrent et répondre à vos questions, qui illustrent plus en détail des choses qu'on survole dans un webinaire comme ça. Bah, c'est sûr, l'idée c'était de pouvoir effectivement balayer un certain nombre de choses. On voit qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème et qu'on va bien au-delà de l'outil. Et moi, ce que je retiens surtout, et c'est vraiment là-dessus qu'on se positionne aussi, tu parlais des usagers ou des apprenants, c'est d'avoir cette approche tournée vers l'apprenant, parce que c'est aussi avec eux finalement qu'on peut construire des choses intéressantes. On pense souvent ce qui est bien pour eux, mais c'est intéressant d'avoir leur retour et de faire ce que nous on revendique aussi souvent, le droit à l'expérimentation. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas, mais de capitaliser là-dessus pour pouvoir s'améliorer. Donc merci encore Jean-Charles. Merci à toi et à toute l'équipe d'INCREA pour m'avoir invité à partager ça avec vous. Merci, et puis on se retrouve dans un petit quart d'heure pour Pascal Roulois pour un autre témoignage, cette fois-ci sur la neuropédagogie. Voilà, merci, à tout à l'heure.